Hello la famille, très content de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous allons parler des primes et des indemnités au Gabon et leur mode d'attribution. Avant d'abord de poursuivre cette vidéo, donc je voulais interpeller un peu certains chefs d'entreprise, donc vous qui avez du personnel à former, ainsi de suite, n'hésitez pas à me contacter comme a fait aussi le Sultrac, qui est un syndicat de la Comelor, vous voyez ici. Cette formation s'était passée le 28 février 2024. Donc, je vais agrandir. Vous voyez bien ici qu'il s'agit bien de moi, formateur, M. Ngo Miza, Aran Brunet, expert en fiscalité des salaires spécialistes du droit du travail au Gabon. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter dans ce sens-là pour pouvoir organiser des formations sur la fiscalité des salaires, sur le droit du travail et la sécurité sociale au Gabon. Ok. Donc, comme je disais, nous allons voir quelques primes et quelques indemnités lors de l'attribution, parce que ça c'est la première partie, parce qu'on aura aussi une seconde partie. Donc ça c'est la première partie. On commence avec le salaire de base. Dans le salaire de base ici, je vais d'abord et puis je vais expliquer. On dit ici, il constitue la rémunération stable que l'employeur s'est engagé par avance à fournir au travailleur en contrepartie de son travail. Il touche son fondement de l'article 69 du Code du travail. Ensuite, le salaire de base est généralement constitué par une somme d'argent. Le salaire de base minimum est pour les entreprises relevant d'une convention collective ou d'entreprise fixée en fonction de la grille des salaires à partir de la qualification socio-professionnelle du salarié. Ce salaire de base est majeur au cas échéant des heures supplémentaires effectuées par le salarié. À ce salaire de base conventionnel est souvent adjoint le sur-salaire qui est en réalité un complément du salaire de base catégoriel. En fait, tout ce blablabla, c'est pour dire quoi? En fait, c'est pour dire que le salaire de base est le premier élément que l'on remet à un salarié qui signe un contrat au sein d'une entreprise. Et dans l'article 169 du Code du travail, ici on nous dit que le salaire est une somme d'argent versée à un travailleur en contrepartie du travail qu'il effectue pour un employé constitué d'une rémunération fixe. Ils peuvent s'ajouter les commissions et autres. Maintenant, après l'article 170, on nous dit que si deux personnes évoluent dans la même catégorie socio-professionnelle, ces deux personnes-là doivent avoir le même salaire de base. Que ça soit une femme, que ça soit un homme, que ça soit un expatrié, que ça soit un Gabonais, vous devez toujours avoir le même salaire de base. Si vous occupez les mêmes fonctions, vous êtes dans la même catégorie socio-professionnelle, vous faites les mêmes tâches. Donc, c'est ce que mentionne l'article 170 ici. Donc, on revient sur le salaire de base. Donc, comment est fixé le salaire de base? Déjà, il y a deux choses qu'il faudrait comprendre sur la fixation du salaire de base au sein d'une entreprise ou comment on élabore une grille salariale. Premièrement, lorsque le salaire arrive dans l'entreprise, on regarde son niveau d'études, premièrement. Ensuite, on regarde son expérience professionnelle et le poste qu'il occupe. Donc, une fois on a regardé on va dire son niveau d'études, son expérience professionnelle, c'est maintenant à ce moment qu'en fonction du poste, on va déterminer maintenant sa catégorie socio-professionnelle. Et c'est maintenant en fonction de sa catégorie socio-professionnelle où il saura quel est le salaire de base qu'on va lui remettre. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faudrait savoir. Il y a des entreprises, par exemple, qui vont vous dire, ou qui vont, par exemple, lancer des offres de recrutement. Et on va, par exemple, dire, bac plus 2, on demande un bac plus 2. Vous qui venez avec votre master pour le recrutement. Maintenant que votre dossier est passé, vous avez maintenant dit, non, oh, j'ai un master, je dois avoir un salaire de 800 ou 900 000. Non. Il faut aussi que vous compreniez une chose. Lorsque l'entreprise a procédé au recrutement, elle a bien fait comprendre qu'on a besoin d'une personne qui a un bac plus 2. Maintenant, si vous êtes venu postuler avec un master, retenez juste que votre master-là ne sera pas pris en compte. Parce que c'est aussi ce qu'il faudra savoir. Parce que le plus souvent, lorsque vous venez dans les entreprises, oh, j'ai un master, j'ai un doctorat, j'ai une licence, donc je mérite un salaire de 800 ou de 900 000. Non, attention. Lorsque l'entreprise a lancé son recrutement, elle a dit, par exemple, elle a par exemple besoin de personnes qui ont un bac plus 2 ou un bac plus 3. Vous êtes venu avec un bac plus 5 ou plus. Donc, si le master n'est pas pris en compte, c'est pas de la faute de l'entreprise. L'entreprise vous a déjà informé depuis le départ. Donc vous, lorsque vous êtes allé déposer le dossier, ne comptez pas sur le fait qu'on va prendre le master. Et puis, il y a aussi une chose aussi qu'il faudra aussi comprendre. Le master ne veut pas dire synonyme d'avoir un gros salaire. Non. Attention. Parce que vous pouvez sortir de l'école, vous avez un master, mais vous n'êtes pas compétent. Même un stage, rien. L'expérience professionnelle là-bas aussi, c'est vide. Mais c'est vous qui allez dire, oh, j'ai un master, mais s'il vous plaît, le diplôme s'achète. Le diplôme s'achète. Donc ne pensez pas que parce que vous avez un master, que ça veut dire que c'est synonyme d'avoir un gros salaire. Non. Ce qui compte, malheureusement nous sommes dans un monde francophone. Dans le monde francophone, c'est l'expérience professionnelle qui compte.
Mais dans le monde anglophone, c'est le savoir-faire. C'est pourquoi les Anglais, par exemple, lorsque vous allez lors d'un recrutement, ce sont les Anglais qui vous reçoivent, ils vont toujours vous demander, bon, ça c'est en anglais, mais on dit, c'est what do you do? Ça dit, qu'est-ce que tu sais faire? Donc, ils vont te demander, qu'est-ce que tu sais faire? Donc, l'anglais, ou encore l'anglophone, n'est pas trop là pour regarder vos, il va pas trop mettre l'accent sur vos diplômes. Il va mettre l'accent sur votre compétence. Donc, il faudrait aussi savoir que certaines entreprises, lorsqu'on lance des offres de recrutement, et on demande par exemple 5 ans, 6 ans, d'expérience, c'est pas fait à dessein. C'est parce qu'il y a des postes sensibles qu'on ne peut pas donner ça à quelqu'un qui sort de l'école, où il y a des personnes qui vont par exemple écrire en commentaire que non, il faut se laisser la chance à tout le monde, ne sait jamais, mais s'il vous plaît. Il y a des postes qui sont vraiment très sensibles. C'est pourquoi on dit que pour atteindre le succès, on se sert des marches, d'escalier. On va étape par étape. Vous ne pouvez pas directement sauter les étapes. Vous sortez de l'école si vous avez un doctorat. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand vous allez trouver le travail, c'est directement 1 million, 2 millions. Non. Parfois, on demande l'expérience professionnelle pour la maîtrise. Parce qu'imagine un peu quelqu'un qui a une licence. Il va travailler dans une entreprise. Directement, le premier de ceux qui gèrent, c'est un redressement fiscal. Il sait d'abord que c'est quoi le redressement fiscal. Le terme là d'abord, ça fait même mal. Ou bien la CNSS arrive dans vos locaux. On fait une notification d'entretien. Pour lui, il sait que c'est quoi. En fait, vous voyez que il y a des postes sensibles et il y a des postes qui nécessitent une expérience professionnelle. Ou bien la Théo qu'on appelle la taxation d'office. Quelqu'un par exemple qui a un bac plus ou un bac plus ou il a une licence. Il sait ce qu'on appelle taxation d'office. Les impôts doivent passer. Bon, comme le monsieur n'a pas fourni les documents à temps, dans les 16 jours suivant la notification, c'est taxation d'office. Maintenant, le patron te demande que c'est quoi la taxation d'office. Toi, en tant que comptable qui sort de l'école, tu vas répondre quoi à ton employeur si tu n'as pas l'expérience. Donc, c'est juste pour vous interpeller aussi que souvent, les entreprises qui demandent de l'expérience professionnelle, c'est pas fait à dessein, s'il vous plaît. C'est parce qu'il y a des postes qui sont sensibles et ça nécessite vraiment une expérience, une maîtrise de ce sujet. Ok. Donc, là, on a fini le salaire de base. On va continuer. On attaque directement le logement. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, le logement n'est pas obligatoire. Premièrement, le logement n'est pas obligatoire. Deuxièmement, le logement devient obligatoire que si et seulement si c'est conventionnel. Quand je dis c'est conventionnel, si c'est prouvé par la convention collective ou l'accord collectif. C'est un peu comme le cas de la communauté. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est l'accord collectif de la communauté. Vous voyez dans l'accord collectif de la communauté, ici, ils ont un tableau lié à l'indemnité de logement. Vous voyez ici, ce sont les différentes catégories. Donc ici, on a les C10, donc ce sont les cadres. On a les ES. On a les OS, donc par exemple les ouvriers spécialisés. On a aussi les OQ, par exemple les ouvriers qualifiés. Il y a aussi les hautement qualifiés, donc les HQ. Donc on voit ici que là c'est conventionnel. Donc ça veut dire que là-bas, le logement devient obligatoire parce que ça a été conventionné. Maintenant, si ce n'est pas dans votre convention collective, c'est pourquoi pour mettre aussi la paie, il faut se servir de la convention collective de l'entreprise ou de l'accord collectif. Donc lorsque ça devient conventionnel, ça veut dire que c'est obligatoire. Maintenant, si ce n'est pas de la convention collective, même si l'entreprise vous a recruté au 22, vous ne pouvez pas aller dire en gros, non, j'ai besoin de logement, ou déjà le salaire aussi c'est négocié. Si vous n'avez pas pu négocier votre salaire, là maintenant c'est de votre faute. Mais retenez juste que le logement n'est pas obligatoire. Maintenant, quelles sont les conditions? Comme je disais, la première condition pour que le logement soit obligatoire, il faudrait d'abord que ça soit dans la convention collective. Après la convention collective, il faudra aussi que vous respectez l'article 71 du Code du travail. On dit que tout contrat imposant au travailleur un changement effectif de résidence entraîne l'obligation pour l'employeur de lui fournir un logement suffisant en rapport avec sa situation de famille ou de lui verser une indemnité compensatrice conséquente. Ça veut dire que si on vous a par exemple recruté au 22 et que l'entreprise vous dit bon, vous allez maintenant être affecté à Port-Gentil pour une durée de 2 ans, c'est l'entreprise qui devrait prendre en charge votre logement. Donc soit elle vous donne un logement ou elle vous donne une indemnité de logement par rapport à ce changement, on va dire de ville ou par rapport à cette affectation. Voici les deux conditions où le logement peut être obligatoire. Donc le changement de ville, d'une ville A à une ville B, ou encore si et seulement si c'est dans la convention collective. Voilà. Voici un peu les conditions pour lesquelles on peut bénéficier du logement. Ensuite, l'indemnité de nourriture. Ici, on dit dans le cas où le travailleur ne peut pas, par cette moyen, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur tenu de lui assurer. Donc ici, en fait, on dit que, vous savez, il y a des salariés qui sont dans des situations sociales un peu très difficiles. Donc par conséquent, c'est le rôle aussi de l'employeur de pouvoir aider ce salarié-là dans ce sens. Donc c'est pourquoi l'article 72 ici
mentionne que si le salarié ne peut pas subvenir à ce besoin, l'employeur peut lui accorder une indemnité de nourriture. Pour l'électricité, ça fait que le logement, hein. Donc on dit ça dans RDP à l'école, ça veut dire que lorsqu'on vous attribue un logement, automatiquement on doit aussi vous attribuer l'eau, l'électricité, surtout pour ceux par exemple qui ont été déplacés d'une ville à une ville autre, à une autre ville, pardon. Maintenant, domesticité, c'est un peu ce que on peut appeler en français tordu, le wash. Ça peut être par exemple les dames de ménage, ça peut être les gardiens, ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle la domesticité. Voilà. Ensuite, il y a aussi les véhicules de fonction d'ici, généralement accordés aux personnels de direction. Cet avantage n'a pas le caractère d'un salaire fiscalement. La fonction d'un véhicule de société est en effet inhérente à l'accomplissement effectif des fonctions professionnelles. Donc, vous voyez ici que ceux qui bénéficient normalement des véhicules de fonction, ce sont les personnels de direction, donc ceux qui occupent un peu les grandes responsabilités. Donc, en fonction aussi du poste et en fonction aussi des tâches, c'est à ce moment qu'on peut vous donner un véhicule de fonction. Donc, le véhicule de fonction n'est pas donné à tout le monde. Bon, les gratifications, c'est la partie qui fâche un peu parce que nous sommes en fin d'année. Donc, il y a des personnes qui veulent savoir comment est-ce que certaines gratifications, le 13e mois, ainsi de suite, quelles sont les personnes qui doivent bénéficier de ça. Donc, il faut vraiment, voilà. Ok, on va parler des gratifications. On va chercher la toute première gratification. Bon, parmi les gratifications sont en bas. On va surtout sur la prime d'ancienneté. Donc ici, la prime d'ancienneté, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime d'ancienneté, elle est attribuée aux salariés qui ont un minimum de 2 ans dans l'entreprise. Parce que c'est à partir de 2 ans que l'employeur ou encore l'entreprise a l'obligation de fournir aux salariés une prime d'ancienneté. Donc c'est à partir de 2 ans. Maintenant, de manière générale, quand vous avez atteint 2 ans dans l'entreprise, 2 ans, ça donne 2%. Et la prime d'ancienneté se calcule sur le salaire de base. Si par exemple, vous avez un salaire de base de 300 000 et que vous avez déjà fait 3 ans dans l'entreprise, donc 3%, donc on fera 300 000 fois 3%, ça va donner 9 000. Maintenant, ça c'est en fonction, ça c'est de manière générale parce qu'il y a des secteurs d'activité où les pourcentages sont un peu plus élevés. Comme par exemple ici, je vais toujours prendre l'accord collectif de la Communauté. Vous allez voir qu'au niveau de la prime d'ancienneté, attendez, c'est plus bas. Au niveau de la prime d'ancienneté, ici, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Voilà, vous voyez par exemple ici, pour celui qui a fait par exemple 2 ans, c'est 4%, alors que de manière générale, celui qui a fait 2 ans, c'est 2%. Et celui qui a par exemple fait 3 ans, c'est 6%. Celui qui a fait 4 ans, c'est 7%. Donc vous voyez que tout dépend de la convention collective. Donc ça, c'est par exemple l'accord collectif de la Communauté. Donc là-bas, les pourcentages ne sont pas comme dans les autres structures. Voilà. Mais la prime d'ancienneté intervient à partir de la 2e année d'ancienneté de l'entreprise. Si vous avez 1 an, vous n'avez pas droit à la prime d'ancienneté. Pour avoir la prime d'ancienneté, il faut avoir un minimum de 2 ans. Donc, voilà. Voici les conditions. Maintenant, attention. Il y a eu un différend en 2001, là où en fait il y a un salarié qui a travaillé plusieurs années dans son entreprise. Et à la fin, quand il est parti, il a porté plainte pour dire à l'entreprise que non, vous m'avez jamais donné la prime d'ancienneté alors que j'ai par exemple fait 15 ans dans votre entreprise. L'employeur dit non, mais chaque année, il y a eu des augmentations de salaire qu'on vous donnait. Donc, ce sont ces augmentations de salaire-là qui constituent la prime d'ancienneté. Non, c'est là où, dans l'arrêt de la Cour d'appel du 27 février 2001, on disait que non, que la prime d'ancienneté doit être mentionnée dans le bulletin de paye en grand caractère pour qu'on puisse bien visualiser. Donc, la prime d'ancienneté doit avoir sa rubrique à part. Donc, si vous ne faites pas ça, vous allez faire comme cette entreprise qui on a demandé de payer des dommages d'intérêt en fonction de ça. Donc, la prime d'ancienneté doit bel et bien figurer dans le bulletin. Vous ne devez pas dire à votre employé que non, la prime d'ancienneté, ça, c'était considéré comme étant des augmentations de salaire. Non.
prime d'ancienneté, appelez le chien par son nom. Donc, mettez toujours cette ligne-là prime d'ancienneté et vous mettez le montant qui va avec. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, on a la prime d'ancienneté. Donc, ici, déjà, la prime d'ancienneté, il faut regarder la convention collective. C'est la convention collective où on mentionne si vous avez droit à la prime d'ancienneté et quelles sont les conditions. Maintenant, si par exemple dans votre convention collective, c'est-à-dire que vous devez bénéficier de la prime d'ancienneté à tout le monde. Attention, parce qu'il y a des secteurs d'activité où lorsque vous absentez, la prime d'ancienneté diminue. Par exemple, ici, on a la convention collective. Attendez, je vais regarder le secteur encore. Ici, on a la convention collective, par exemple, des BTP. Voilà. On va un peu regarder si de la convention collective des BTP, si la prime d'ancienneté, elle est mentionnée, juste pour voir si elle est obligatoire. On va regarder. Voilà. On voit ici, on dit au sens de la présente convention, il y a l'ancienneté lorsqu'un travailleur, quand celui-ci d'une part exécute les tâches qui sont dévolues et d'autre part se conforme à l'horaire prescrit. Donc, celui qui vient toujours tôt, celui qui effectue toujours ses tâches convenablement bénéficie de la prime d'ancienneté. On dit que la d'ancienneté est instituée en faveur du personnel d'exécution qui remplit les conditions ci-dessous. Elle se substitue à toute autre prime ayant le même objet, mais portant une appellation différente. Le taux de cette prime est de 3% du salaire de base conventionnel de la catégorie professionnelle de l'intéressé. Donc, ici, on vous dit que la prime d'ancienneté ici est égale à 3% du salaire de base. Donc, si votre salaire de base, c'est par exemple 150 000, donc votre prime d'ancienneté va être égale à 4 500. Maintenant, attention, par exemple, ici, dans la convention collective, dans l'accord collectif, pardon, de la Comélog, on dit que lorsque vous absentez, cette prime d'ancienneté est réduite de 25%. Donc, une absence, on enlève 25%. Vous voyez, par exemple, ici, la prime d'ancienneté, si c'est 4%, ce n'est pas 3%, c'est 4%, c'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il faut lire la convention collective. Donc, ici, par exemple, ici, on vous dit qu'elle est réduite de 25% par journée d'absence non autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire en petit français? Parce qu'il faudrait bien que j'explique. Si, par exemple, votre salaire de base, c'est 400 000 francs, votre prime d'ancienneté va être égale à 400 000 fois 4%, ça donne 16 000. Donc, on va dire que votre prime d'ancienneté mensuelle, c'est 16 000 normalement. Maintenant, si vous absentez, par exemple, 2 fois dans le mois, on va enlever dans les 16 000, 25% fois 2, donc 25% et 25%, donc ça fait 50%. Donc, dans les 16 000, lorsqu'on enlève 50%, il va rester 8 000. Donc, votre prime d'ancienneté va même être égale à 8 000. Maintenant, si vous absentez encore une fois dans le mois, donc ça fait déjà 3 jours, il va maintenant rester 4 000. Maintenant, si vous absentez encore la 4e fois, ça donne 0. Donc, ça vous dire aussi qu'au bout de 4 absences, la prime d'ancienneté devient à 0. Voilà. Parce que 25%, quand elle est réduite de 25%, elle est réduite de 25% du montant qu'on aura trouvé après avoir fait le calcul de 4%. Voilà. Donc, voici ce qu'il faudrait savoir. Par exemple, ici, la prime d'ancienneté, pour au niveau de la Comélog, c'est 4% du salaire de base, alors que tout à l'heure, on a vu dans la convention collective de BTP que c'est 3% du salaire de base. Et quand on s'absente, un jour d'absence, on la réduit de 25%. Et puis aussi, j'ai ce tableau-là qui met en évidence les primes et indemnités, donc en fonction de leur mode d'imposition. Donc, il est disponible à 15 000 francs. Il a 8 pages, donc vous pouvez retrouver, il y a au moins près de 200 ou 300 primes et indemnités à l'intérieur. Voilà. Donc, on continue, on va encore prendre 2 autres primes. Après, on va s'arrêter là. Avant d'abord de poursuivre, donc pour toutes les personnes qui se trouvent dans les provinces de Haut-Ogooué, mais aussi de Logoué-Lolo, je voudrais vous montrer, je voudrais vous parler rapidement. Désolé. Ok. Donc, comme je disais, pour toutes les personnes qui se trouvent dans les provinces de Logoué-Lolo et de Haut-Ogooué, n'hésitez pas à contacter cette structure nommée Genelec, qui est spécialisée dans plusieurs travaux d'électricité, de pose des caméras de surveillance, des études et du froid aussi de la climatisation. Donc pour toutes les personnes qui se trouvent dans ces deux provinces-là, donc comme vous pouvez le voir ici, voici un peu les services que propose cette structure. Donc vous avez les études ici, tout ce qui concerne les courants forts, tout ce qui concerne les courants faibles, froid et climatisation,
installation neuf et maintenance de chambre froide. Donc, vous pouvez le voir ici. Et les contacts sont juste là. Donc, n'hésitez pas à contacter cette structure-là qui est spécialisée dans tous ces services-là, comme vous pouvez le voir. Et cette structure-là se trouve à Font-Séville, dans les locaux de la maison de l'artisanat. Mais elle intervient aussi dans Logo Lolo. Donc, si jamais vous avez besoin de ce service-là. OK. On revient ici. Donc, nous sommes sur la prime de nuit. Ils ont dit que l'article 202 du code du travail est clair. Le travail effectué entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit. La durée du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Ainsi, l'article 156 du code du travail, les conventions susceptibles d'extension. Bon, on va laisser tout ce blablabla là. En fait, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, il faut comprendre que la prime de nuit, premièrement, elle est donnée à ceux-là qui travaillent entre 21h et 6h. Et là, il faut faire attention aussi parce que c'est pas tout le secteur d'activité qui bénéficie de la prime de nuit. Donc, il faut regarder la convention collective pour savoir si et seulement si on doit bénéficier de la prime de nuit. Par exemple, ici, on a pris un exemple sur la convention collective, par exemple, des sociétés de recherche et exploitation des hydrocarbures. Ici, on dit à l'article 39, conformément aux dispositions réglementaires, le travail effectué entre 21h et 6h, en toute saison, considéré comme travail de nuit. Et article 39.2, le taux des heures normales effectuées la nuit, c'est-à-dire hors heures supplémentaires, et non rémunérées par prime, car garde ou autre, est fixé à 22%. Donc ici, c'est quoi? Ici, lorsque vous travaillez la nuit entre 21 et 6 heures, vous bénéficiez d'une prime de nuit qui est calculée sur la base de 22% du salaire de base. Donc, je vous invite à lire vos conventions collectives, vos accords collectifs, pour savoir si et seulement si vous aussi, vous pouvez bénéficier de la prime de nuit. Voilà, donc la prime de nuit n'est pas, malheureusement, tous les secteurs d'activité n'ont pas mentionné la prime de nuit dans la convention. Donc c'est pourquoi je vous invite à regarder votre convention collective pour savoir si et seulement si vous pouvez bénéficier de la prime de nuit ou pas. Donc on va finir avec la prime d'écart. La prime d'écart aussi, je vais expliquer la prime d'écart. En fait, la prime d'écart c'est quoi? Ce sont les rotations. Ce sont les rotations, donc le plus souvent, il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent sous forme de rotation, comme par exemple Gaumani, Comulog, Sobaga et j'en passe. Donc les rotations, c'est quoi? C'est par exemple, vous pouvez par exemple travailler de 7 heures. Bon, eux ils disent par exemple 6, 14. Je sais pas si je compte bien, attendez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. On a par exemple le cas de 6, 14, c'est-à-dire 6 heures à 14 heures. Ensuite, on a la 14, 22, donc 14 heures à 22 heures. On a 22, 6, donc de 22 heures à 6 heures. On a par exemple de 7h30 aussi à, je crois, à 15h30, sauf si je me trompe. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15h30. En fait, c'est ce qu'on appelle les quarts. Donc, si la semaine-là, par exemple, vous avez par exemple travaillé 6, 14, et la semaine prochaine, vous avez par exemple travaillé 14, 22, la troisième semaine, par exemple, 22, 6, c'est à ce moment-là que vous allez bénéficier de la prime de quart. Parce qu'il y a des entreprises, on va vous dire que pour bénéficier de la prime de quart, il faut au moins faire 2 quarts différents. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prime de quart. Donc, la prime de quart, c'est pour ceux-là qui travaillent sous forme de rotation. Par exemple, ici, ça c'est la convention collective, par exemple, des recherches d'exploitation des hydrocarbures, où on dit que pour ceux, par exemple, qui travaillent 3 quarts, c'est 25,5% du salaire de base. Et ensuite, pour ceux qui travaillent 3 quarts, c'est 25,5%. 8% pour ceux qui travaillent, qui ont moins travaillé 2 quarts, donc 2 quarts, oui, c'est 8%. Et maintenant, 30% c'est le surplus, donc ceux qui ont au moins fait 4 quarts. Voilà. Donc ici, je reprends. Pour ceux qui ont travaillé, comme on dit ici, à 25% du salaire de base, 80% travaillant selon le régime 3 x 8. Voilà, 3, donc c'est-à-dire 3 quarts. Ensuite, 8% pour ceux qui ont fait au moins 2 quarts. Et 30%, c'est au-delà, donc à partir de 4 quarts en montant. Donc la prime de quart ne se donne qu'à ceux-là qui travaillent sous forme de rotation. Voilà, c'est ce qu'on appelle les quarts. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Donc la seconde partie, parce que c'est la dernière, donc la seconde partie sera aussi consacrée à haute prime et à haute indemnité. On va aussi aborder sur les gratifications, donc les 13e mois, les mois doubles et tout ce qui suit. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et merci.
Yeah.